n'est pas obligé de s'en vouloir, pas obligé de s'agresser, pas obligé de se traiter comme ça. On peut se demander ce que finalement on dirait à un ami, à quelqu'un qu'on apprécie et qui serait confronté au même type d'échec que nous. Est-ce qu'on lui dirait « t'es nul, t'aurais pas dû faire ça », ça l'enfoncerait, ça lui ferait du mal, ça ne l'aiderait pas. C'est la même chose pour nous. Les émotions, on ne peut pas y échapper. Elles sont notre manière de réagir au monde et à tout ce qui nous arrive. Agréables ou désagréables, positives ou négatives, elles sont toujours là. Alors, on en fait quoi? J'ai passé ma vie à étudier les émotions, à accompagner mes patients pour les aider à les apaiser, les équilibrer ou les transformer. Je m'appelle Christophe André. Alors, bienvenue à tous dans cette conférence en ligne organisée dans le cadre du lancement de la masterclass de Christophe André sur Mentor Show. Dans cette conférence, vous allez découvrir comment améliorer votre quotidien, être un petit peu moins stressé et faire un pas de plus vers votre bonheur personnel. Et puis, Christophe André partagera avec vous un exercice de méditation. Christophe, bienvenue dans cette conférence. Merci Mathieu, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Christophe, on est vraiment ravis de votre présence dans cette conférence. Et puis, on souhaite également vous remercier d'avoir rejoint les nombreux mentors qui sont déjà présents sur Mentor Show. Donc, avant de commencer, on va voir ensemble le programme de la conférence. Donc, le programme de cette conférence est très simple. On va voir un petit peu des conseils pour faire un pas de plus vers votre bien-être personnel. Ensuite, nous verrons un exercice de méditation sur le stress et puis ensuite une session questions-réponses. Et puis, évidemment, vous êtes nombreux, vous êtes des milliers aujourd'hui, donc on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais on va faire le maximum. Et puis, dans cette conférence, ce que je voulais dire à tous les participants, évidemment, on ne pourra pas tout voir en 1 heure parce que le sujet est très vaste. Vous êtes médecin, vous avez été pionnier, et puis vous l'êtes toujours en matière de psychothérapie avec l'introduction en France de méthodes révolutionnaires à l'époque, la thérapie comportementale, la psychologie positive, la méditation. Vous avez rédigé plus de 30 livres, rien que ça, et pour certains qui sont traduits en plus de 20 langues. Vous êtes l'auteur de 3 best-sellers, Méditer jour après jour, Imparfait, libre et heureux et l'estime de soi. Donc j'ai une question pour vous en guise d'introduction avant de rentrer dans les conseils concrets et la pratique pendant cette conférence. Pourquoi intégrer la méditation dans son quotidien? Alors, pourquoi intégrer la méditation? D'abord parce que c'est très bénéfique, ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien à la santé de notre esprit. C'est un des grands outils de l'équilibre intérieur. Cette période avec les distractions sur les écrans, etc., entraîne beaucoup de troubles attentionnels chez beaucoup de monde. Donc, très bénéfique pour le cerveau, pour l'équilibre intérieur. Je parle évidemment dans le cours des questions de gestion du stress, d'équilibre émotionnel. Mais on s'est aperçu aussi depuis quelques années que c'était bénéfique pour la santé, que ça améliorait la santé physique, des variables de santé comme le vieillissement cellulaire ou l'immunité. Donc, beaucoup de bénéfices pour une démarche finalement assez simple. La méditation, c'est pas si compliqué que beaucoup de gens ne le pensent. Très bien. Je venais de parler des avantages de la méditation. Je ne sais pas si vous voulez que je développe davantage. Attention, moi, je peux parler des heures. Il faut se méfier de moi. Il faut faire attention. Justement, quels sont, pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la méditation, quels sont les bénéfices pour notre bien-être? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut citer? C'est ce que j'expliquais à l'instant. Il y a des bénéfices d'abord pour le bien-être mental. La méditation, c'est un extraordinaire outil d'entraînement attentionnel. Ça nous permet de développer nos capacités de concentration, nos capacités d'attention, qui sont très importantes pour les apprentissages. C'est très bénéfique pour l'équilibre émotionnel. Ça nous aide à mieux traverser les périodes de stress. Voilà. Et puis, il y a aussi ces résultats extraordinaires dont on est en train de les découvrir peu à peu en médecine.
La D'accord. méditation a un effet booster sur l'immunité, elle a un effet freinateur sur le vieillissement cellulaire lié au stress. Donc c'est logique, si je réduis mon stress, je freine le vieillissement cellulaire de mon organisme. Donc la liste est très très longue et surtout elle est adossée à des études scientifiques. Ce ne sont pas juste des suppositions, des prétentions, ce sont vraiment des données de plus en plus nombreuses issues de la recherche. Alors justement, quand on sait tout ça, on a vu le pourquoi. Maintenant, comment intégrer la méditation dans sa vie et plus précisément, quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent débuter ou même poursuivre, pour ceux qui méditent déjà, justement cette pratique de la méditation au quotidien? Quelques conseils, hein. La méditation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est déjà un premier pas très simple à faire dans sa vie quotidienne. Là, par exemple, à l'instant où nous sommes tous en train d'échanger, enfin, c'est surtout moi qui parle, hein, désolé, mais voilà, on est tous ensemble. Vous pouvez faire un premier pas dans l'univers de la méditation, c'est-à-dire que vous continuez là où vous êtes à m'écouter, à regarder éventuellement, mais en même temps, vous allez élargir votre conscience pour vous connecter à votre expérience de cet instant. C'est-à-dire, par exemple, tout en m'écoutant, prenez conscience de l'état de votre corps. Prenez conscience, tout en continuant de m'écouter une fois de plus, des sons qui arrivent pendant que nous sommes les uns et les autres liés à cette conférence. Vous voyez, l'esprit de la méditation, c'est ça, c'est-à-dire vous êtes resté dans la même situation, mais vous l'avez enrichi parce que vous avez pris conscience de toutes les autres composantes de votre expérience et pas seulement de ce que vous étiez en train de faire, c'est-à-dire regarder, écouter, mais vous avez aussi élargi ça au souffle, au corps, au son. Et ça, c'est le premier pas. C'est-à-dire, la méditation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas à faire à la place de notre vie quotidienne. En étant dans la joie, en étant dans le stress, on va faire un petit pas de côté qui va nous faire comprendre ce qui nous arrive. Et quand on comprend mieux, plus finement ce qui nous arrive, on est davantage capable de le modifier si c'est problématique ou de l'amplifier si c'est agréable. Et c'est ça, au fond, la méditation, puisque là, nous sommes en train de parler d'un type particulier de méditation qui s'appelle la D'accord. pleine conscience, qui est la forme de méditation la plus répandue au monde parce que la plus simple, parce que la plus rapide d'apprentissage, en quelques mois on a les bases, et parce que la plus validée par les recherches scientifiques. À quel moment dans la journée, est-ce qu'il faut, parce que c'est vrai que parfois quand on pense, quand on lit beaucoup de choses sur la méditation, on a l'impression que ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Heu et est-ce que comment vous voyez les choses, vous, de votre côté? Est-ce que de temps en temps, dans la journée, on s'arrête et on prend un petit peu conscience des choses? Quel conseil vous donneriez, sur ce point? Ouais, la méditation, c'est comme le sport. Vous savez, vous pouvez vouloir devenir un champion sportif, donc vous allez y consacrer toute votre vie, ou bien vous voulez juste vous tenir en forme. La méditation, c'est pareil. Vous pouvez vouloir devenir Mathieu Ricard, donc vous allez devenir moine ou nonne et passer votre temps à méditer. Ou bien vous pouvez décider d'enrichir votre vie en restant dans votre vie que vous aimez bien, hein, mais de l'enrichir en faisant des exercices réguliers. Donc, ces exercices, il y en a trois sortes. Il y a des D'accord. exercices un petit peu longs, de 10 minutes. Enfin, quand je dis long, c'est pas dramatique, hein, de 10 minutes, 20 minutes, qu'on peut faire le matin, par exemple, pour démarrer sa journée. Vous pouvez avoir aussi des exercices très simples, très brefs, que vous faites dans la journée. Vous vous arrêtez 2-3 minutes. Et comme vous pourriez faire des étirements avec votre corps, là, vous faites un petit exercice de méditation pour y voir un peu plus clair ou détendre votre cerveau ou recentrer votre attention. Et puis après, peu à peu, quand on a pris l'habitude de faire tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une troisième famille d'exercices qui sont aussi de la méditation, c'est agir en pleine conscience, faire les choses en étant pleinement présent. Notre corps accomplit une action et notre esprit
notre cerveau est lui aussi pleinement dans l'action. Et il n'est pas en train de se balader dans le stress, dans les projets, dans les regrets. Donc, vous voyez, il y a ces trois familles d'exercices. Et les deux dernières familles, les espaces de méditation de quelques minutes ou l'action en pleine conscience, ça ne demande pas de temps supplémentaire. C'est ma vie que je vis différemment, que je vis mieux. Justement, il me semble qu'on a prévu de faire un petit exercice tout à l'heure, mais on va y revenir dans un instant. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette conférence. On va faire un exercice tout à l'heure. Christophe, pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui pratiquent déjà, quelles sont un petit peu les erreurs à éviter ou les idées reçues sur la méditation et comment contrer un petit peu tout ça? Je vous donne un exemple. Comment faire pour rester constant? Alors, avant de répondre à votre exemple, je voudrais effectivement, merci de me tendre la perche, parler de quelques idées reçues. Beaucoup de gens pensent qu'avec certaines techniques, si on ferme les yeux et hop, on chasse toutes les pensées parasites, stressantes ou désagréables. Donc, ça ne marche pas. On ne peut pas faire le vide dans sa tête, pas plus qu'on ne peut s'arrêter de respirer. Notre cerveau produit des pensées, comme nos poumons produisent des mouvements respiratoires. Mais par contre, on peut prendre du recul par rapport à ces pensées. On peut apprendre à les laisser filer sans qu'elles nous stressent, sans qu'elles nous absorbent, sans qu'elles nous détournent de notre vie. Donc, on ne cherche pas à faire le vide dans sa tête. Parfois, ça arrive. Parfois, au bout d'un moment, on est dans une sorte de calme plat, pas trop désagréable, mais ça n'est pas l'objectif central et ça n'est pas un objectif raisonnable. Il y a une autre idée reçue sur la méditation qui est important aussi d'écarter, c'est que la méditation, ça pourrait nous rendre zen tout le temps. Que si je m'y prends bien, je ne serai jamais énervé. Les gens croient souvent, parce que j'enseigne la méditation, que je ne suis jamais énervé. Si, je suis comme tout le monde, je m'énerve, mais depuis que je médite, je m'énerve moins souvent, moins longtemps, moins fortement, moins violemment. Et c'est ça que nous apprend la méditation. On reste nous-mêmes, on a toujours des émotions, de la tristesse, de la colère, de la joie, mais en tout cas pour l'émotion douloureuse, négative, elle nous déstabilise moins. On est davantage capable de revenir à l'équilibre rapidement. Une autre idée reçue, ça serait que la méditation, c'est pour toujours. Une fois que j'ai appris à méditer, les bénéfices resteront toute ma vie. C'est pas tout à fait comme ça. Dans la méditation, il faut comprendre que ça marche un peu comme l'entraînement physique, comme le sport. C'est-à-dire, tant que je cours, tant que je fais du yoga, tant que je fais du vélo, ma forme physique reste bonne. Si je m'arrête en quelques semaines, en quelques mois, malheureusement, ça sera moins bien. Voilà. Et la méditation, c'est pareil. La méditation, c'est une sorte de style de vie, d'hygiène de vie. Alors, il ne faut pas en faire des heures et des heures par jour, mais c'est à faire assez régulièrement. C'est un entraînement de l'esprit, nous disent les Tibétains, et ils appellent ça comme ça. Et voilà, c'est assez agréable, mais il faut le faire assez régulièrement. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on a besoin de méditer 10 minutes, la méditation un petit peu plus longue, pour vraiment ressentir des bénéfices? Je ne sais pas, par exemple, la gestion du stress ou une émotion un petit peu négative, ou comment se reconcentrer ou faire des petites pauses efficaces quand on sent qu'on est un petit peu moins performant au travail, par exemple. Est-ce qu'il faut forcément se mettre tranquillement dans son coin un petit peu à l'écart de tout le monde et méditer pendant 10-15 minutes avant d'avoir des premiers effets? Alors, il y a deux façons de répondre. La première, c'est de vous dire, quand on a l'habitude, on peut faire des petits breaks, des petites pauses, et en quelques minutes, on est là où on veut être. C'est-à-dire, on a ramené le calme, on y voit plus clair, etc. Mais ça, c'est plutôt lorsque vous avez un peu d'expérience. Quand on est débutant, et j'ai été débutant, je me souviens très très bien, on a besoin de ces exercices un peu plus longs, on a besoin de ces exercices accompagnés, comme ceux dont on parle dans le cours, qui prennent 5, 10, 15 minutes pour aller au fond, pour comprendre un peu comment ça marche. Si on se contente d'exercices très brefs, de 2-3 minutes dès le début, on a des résultats moins intéressants. Donc, Ah, d'accord. oui, ça peut se faire sous forme d'exercice bref, mais une fois qu'on est passé par la case exercice un peu approfondi pour démarrer quand même. Et je reviens à la charge, mais sur la question de
comment en fait rester constant? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours de personnes quand on a préparé Ouais. cette conférence. Beaucoup de personnes savent, entre guillemets, que la méditation a beaucoup de bienfaits. Elles vont commencer à méditer, ça va durer peut-être quelques jours, mais après on perd un petit peu cette constance. Est-ce que vous avez un conseil sur ce point pour tous ceux qui nous écoutent et faire en sorte que quand on commence, on poursuive un petit peu notre pratique dans le temps? Oui, oui, oui. C'est le problème numéro un de la méditation. La méditation, c'est facile. Vraiment, il n'y a pas de difficulté technique. Tout le monde peut y arriver, sauf les gens qui ont vraiment des troubles attentionnels très importants. Bon, mais au bout d'un moment, ils y arrivent eux aussi. Donc, c'est facile, tout le monde peut y arriver. On se rend compte rapidement que quand on fait les exercices, on se trouve mieux. Hein, après quelques jours ou après quelques semaines, les résultats sont relativement rapides à arriver. Alors, ce qui aide, évidemment, c'est au début, peut-être ne pas se lancer tout seul, c'est D'accord. suivre un enseignement. Euh, voilà, c'est être à plusieurs aussi, se lancer un petit défi avec des amis et apprendre à plusieurs en même temps, suivre cet enseignement à plusieurs. Ça, c'est souvent comme ça qu'on démarre. Hein. On ne démarre pas en se disant, bon, allez, hop, je vais méditer, j'ai vaguement regardé dans un magazine et je ferme les yeux, je respire et je fais le vide. Non, ça marche pas comme ça. L'autre conseil qu'on donne souvent, c'est de ne pas être trop exigeant avec soi-même au début. C'est-à-dire, si on voit qu'on a du mal un matin, on n'a pas trop envie de faire les exercices de façon prolongée, là, on peut se permettre de faire des petits exercices brefs. Vous savez, ce que je dis souvent, moi, aux personnes à qui on apprend la méditation, c'est les matins, vous avez le sentiment de ne pas être trop disponible ou de ne pas tellement avoir le temps, asseyez-vous quand même sur votre chaise et fermez les yeux ne serait-ce que 30 secondes pour D'accord. amorcer la prise de contact avec vous-même. Et après, dans la journée, rouvrez le plus souvent possible cette petite fenêtre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de moments dans la journée où on a des temps où on est en train d'attendre, on attend un rendez-vous, on attend un téléchargement sur Internet, on attend chez un dentiste, on attend dans la salle d'attente d'un client. Et dans ces moments-là, notre réflexe, en 2020, 2021, 2022, on est accro des écrans, c'est d'aller sur notre portable. Eh bien là, on peut essayer de remplacer au moins la moitié des fois où on va sur le portable par euh, une séance de De méditation de méditation. quelques minutes. Voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui font qu'on garde le lien avec la pratique. Et puis, il y a des moments où on en aura vraiment besoin et là, on reviendra vers ce qu'on a appris. Parce que la méditation, c'est comme le vélo. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'oublie jamais. Une fois qu'on a appris à méditer, on garde les circuits cérébraux pour redémarrer. Mais la deuxième, c'est que si on arrête, les bénéfices s'arrêtent eux aussi, exactement Mmh. comme pour le vélo. Justement, Christophe, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la méditation, maintenant qu'on a vu quelques conseils, que diriez-vous pour tous ceux pour tous ceux qui nous écoutent, de réaliser tout de suite un exercice de méditation, spécifique pour cette conférence, afin de nous aider, par exemple, à mieux, à calmer un petit peu le stress, à mieux le gérer? Parce que c'est vrai que nos quotidiens, nos vies sont quand même très tourmentés, on est à 100 à l'heure. Heu, est-ce que ça vous va de me faire un petit exercice, en live? Allez, très bien. Alors, peut-être pour toutes celles et ceux qui donc s'apprêtent à faire l'exercice avec nous, je vous propose d'abord de vous mettre dans une position, si ça vous est possible, assise. Je suppose que vous êtes assis. Enfin, peut-être certains sont couchés, donc pourquoi pas. Mais si vous êtes assis, essayez de vous redresser, d'ouvrir vos épaules et d'avoir le dos droit, c'est-à-dire de ne pas utiliser le dossier du siège sur lequel vous vous trouvez. On va faire un petit exercice classique dans les approches de méditation et de gestion du stress, qui est un exercice en 3 parties. La première partie, c'est tout simplement prendre 1 minute lorsque vous êtes stressé pour vous arrêter, ne rien faire, ne pas chercher à calmer le stress, mais tout simplement, comme on va le faire maintenant, prendre conscience de votre expérience.
Donc, notre expérience, de façon générale, qu'on soit stressé ou qu'on soit détendu, c'est d'abord la manière dont nous sommes en train de respirer. Donc, quand je suis stressé, je me pose et j'observe un petit peu la présence de ma respiration. Pour l'instant, je ne cherche pas à la changer. J'observe mon corps. À quel endroit dans mon corps le stress est en train de se nicher, de se manifester? Est-ce que c'est une barre sur la poitrine, des tensions dans les épaules, le ventre qui se noue, autre chose, la peau qui gratte, des sifflements d'oreilles? Donc j'observe quel effet le stress fait dans mon corps. J'observe un petit peu aussi le genre de pensée que cet état de stress est en train de faire naître en moi. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Quel genre de pensées négatives, puisque malheureusement, ce sont des pensées négatives, je suis en train d'avoir à cet instant. Donc la première étape, pendant 1 minute à peu près, comme on vient de le faire, c'est de se connecter à son expérience de stress et de la déconstruire un peu, de ne pas la prendre en bloc, de ne pas la subir en bloc, mais d'observer la respiration, le corps, les pensées. Deuxième étape, j'oublie le stress, en tout cas de mon mieux, je cesse de me concentrer sur le stress et je vais resserrer mon attention sur la respiration. Et là, pendant 1 minute, on ne va rien faire que respirer ensemble et ressentir notre respiration, sentir le passage de l'air à l'inspiration et à l'expiration dans le nez et la gorge. Observez comment la poitrine et le ventre s'élèvent et s'abaissent à chaque expiration, à chaque inspiration. Et là, de notre mieux, pendant une bonne minute, centrer notre attention uniquement sur les sensations de respiration, uniquement suivre le souffle, comme on dit. Je ne cherche pas à le modifier, mais je suis chaque mouvement de mon souffle. Puis, et dernière étape de ce tout petit exercice, tout en restant bien relié à mon souffle, bien conscient ou consciente de mon souffle, je me relie à nouveau à mon expérience de stress en essayant peut-être de l'apaiser un peu. C'est-à-dire, je me relie à mon souffle toujours et je me demande si finalement je peux respirer plus tranquillement, plus profondément. Je me relie à mon corps et si j'ai constaté que j'avais une barre sur la poitrine ou des tensions, etc., j'essaie de voir si je peux, en ajustant un peu ma position ou en essayant d'imaginer que mon souffle va et vient dans cette partie du corps, j'essaie de voir si je peux dénouer un petit peu ces tensions. Et pour mes pensées, de la même façon, après les avoir observées telles qu'elles étaient, je peux me dire, OK, tes pensées sont des hypothèses, sont des jugements. En général, quand on est stressé, on fait plutôt des hypothèses et des jugements négatifs. C'est normal et ça peut être utile de voir le côté négatif des choses, mais est-ce que tu peux rééquilibrer un peu? Est-ce que tu peux aussi voir d'autres hypothèses ou d'autres manières de considérer le problème? Voilà, donc c'est juste 3 petites minutes, ou un peu plus ou un peu moins. Vous voyez, ces 3 parties, j'accepte que le stress soit là, j'observe comment il se manifeste en moi, je prends le temps de bien respirer, puis je reviens vers mon expérience de stress, mais avec la respiration, en essayant de faire un tout petit peu baisser ce niveau de stress en moi. Et puis, je me remets dans l'action. Alors, là, on a fait court. Si je suis archi hyper stressé, je vais avoir intérêt à faire ce petit exercice en prévention toute la journée ou bien à le faire de manière un peu plus prolongée, évidemment. Mais le but de la méditation, c'est d'éviter d'en arriver
à des niveaux de stress trop élevés. Justement, c'est pour ça qu'on a souvent parlé depuis le début de ces petits exercices brefs à faire tout au long de la journée, qui sont finalement à notre cerveau stressé, hein, ces petites pauses sont à notre cerveau stressé ce que des étirements ou quelques pas de marche sont à nos corps recroquevillés devant les écrans sur leur bureau. Christophe, merci pour ce moment. On va demander à tous ceux qui nous écoutent si ça les a aidés un petit peu à évacuer ce stress que nous pouvons avoir en nous. N'hésitez pas à nous le dire dans la zone de chat. A priori, le son, l'image était bonne, du moins moi j'ai tout entendu et j'ai l'impression que c'est le cas également pour le plus grand nombre. Alors, il y a toujours un petit temps de latence et puis on va pouvoir faire un petit récap de ce que nous avons vu. Et ensuite, ah bah voilà, Faye, merci, je me sens mieux. Nathalie, je trouve que votre voix nous porte. Sylviane, super. Court mais agréable. C'était 3 minutes. C'était l'objectif en 3 étapes. Mathias, moi, ça m'a aidé. C'était encore mieux en fermant les yeux. Sandra, merci Christophe. Quel bonheur depuis la Laponie. Olivier, top cette méditation. Mathilde, oui, c'est une énorme aide pour calmer son stress. Bon, Christophe, je vais pas lire tous les commentaires parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit récapitulatif de ce que nous avons vu. Je vais simplement re-switcher. Donc, en début de conférence, nous avons vu bien tout simplement quelques petits conseils pour débuter votre pratique de la méditation. On a vu également ensemble pourquoi la méditation était très bénéfique pour notre bien-être. On a fait un premier petit exercice de méditation et puis on vient d'en finir un pour vous aider un petit peu à contrer ce stress. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque en toute fin de conférence, on prendra beaucoup de minutes pour une petite session questions-réponses où Christophe répondra à l'ensemble de vos questions. On répondra du moins à un maximum de questions. Christophe, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde aux questions de ceux qui nous écoutent. Hop, je vais simplement switcher tout ça. Ça va être plus simple pour répondre aux différentes questions. Donc, on a une petite question. Alors, on a beaucoup de questions. Christelle, quelle est la posture à adopter en méditation? Alors, la posture, il y a la posture du corps, c'est celle à laquelle on pense en général. Donc, on n'est pas obligé de s'asseoir par terre en lotus ou d'utiliser les petits coussins qu'on appelle les zafu ou les petits bancs japonais qu'on appelle les shogi. On peut faire ça sur une chaise, l'important, ou un tabouret. Donc, les genoux à angle droit, les pieds à plat au sol, le dos droit, on n'utilise pas le dossier, on ouvre les épaules, on pose les mains sur les cuisses, la tête est droite et on peut légèrement fermer les yeux ou mi-clos, voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas utiliser le dossier parce que si vous adossez, vous allez un peu vous avachir et comprimer le diaphragme. Donc la posture, une fois de plus, pas besoin de vous asseoir par terre en lotus. Si vous pouvez, c'est très bien, mais la plupart d'entre nous, on fait ça sur des chaises. D'accord. Et c'est exactement dans la masterclass en ligne, c'était ça aussi nous qu'on voulait mettre en avant, le fait qu'on puisse au final méditer partout. C'est ça aussi le but du jeu. On n'est pas obligé d'être. Ça peut être 5 minutes quand on est au dentiste, dans la salle d'attente. Ça peut être 5 minutes au travail. Est-ce que vous pouvez en dire 2 petits mots là-dessus? Et puis c'est un conseil aussi pour ceux qui nous écoutent. Si vous êtes dans les transports en commun, dans le train, dans le métro, si vous êtes en train d'attendre un ami ou une amie à la terrasse d'un café, eh bien, vous pouvez vous poser discrètement, hein, pas besoin de faire ça de manière très spectaculaire. Personne ne voit que vous êtes en train de méditer, mais vous redressez un peu votre dos. Vous pouvez garder les yeux mi-clos ou les fermer éventuellement. Et puis, vous prenez conscience de ce qui vous arrive, vous travaillez sur votre respiration, sur vos émotions. Donc, tous ces instants, tout au long de la journée, c'est ça qui fait la différence en réalité. Hein. C'est ça qui fait la différence et qui fait que le soir, on arrive moins épuisé, moins stressé. On a régulièrement reconnecté un peu son attention et la méditation nous aide à faire des petits détours réguliers pour nous reconnecter à nous-mêmes et
aérer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. On a une autre question également. Est-ce que 10 minutes par jour peut amener des effets positifs? Oui, 10 minutes par jour peuvent suffire, mais après, tout dépend. Je crois qu'il y a plusieurs sortes de personnes qui viennent à la méditation. Si vous venez à la méditation parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes très stressé, parce que vous avez une maladie chronique ou des choses comme ça, là, il faudra faire le programme sérieusement. C'est-à-dire, il y aura 10-15 minutes tous les matins, plus 5 ou 10 petites pauses de quelques minutes tout au long de la journée. Après, une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une fois que vous avez pris l'habitude de méditer, on a montré que, par exemple, lorsqu'on fait une activité en pleine conscience, qu'il s'agisse D'accord. d'activités manuelles ou intellectuelles, mais qu'on est pleinement conscient de ce qu'on fait, pleinement attentif, eh bien l'activité est moins stressante, moins fatigante, parce qu'on n'est pas sans arrêt dans la dispersion, dans la préoccupation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps qu'on consacre à la méditation, ce n'est qu'une toute petite, c'est la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a une autre façon d'attendre, une autre façon de vivre, une autre façon d'agir qui représente aussi des temps de méditation. Et c'est pour ça que les effets peuvent être importants. Mais en gros, quand on suit des programmes comme celui qu'on propose, en quelques semaines, les effets sont au rendez-vous. Il y a justement une question pour rebondir là-dessus, puis après on revient sur les conseils. Hem, de Christophe: «Est-ce que cette masterclass s'adresse peut-être plus pour les débutants?» C'est une question. Oui, c'est une masterclass qui est destinée aux débutants. Maître méditant, c'est pas la masterclass qu'il leur faut. Méditation et santé, donc une question de Isabelle: «Méditation et santé, quel impact?» Important, important. On est en train de s'apercevoir que la pratique régulière de la méditation fait beaucoup de bien à notre santé, elle va améliorer les maladies inflammatoires, elle fasse partie de ce que recommandent les médecins, les soignants, comme style de vie. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que si vous prenez le temps de marcher 20 minutes, une demi-heure chaque jour, c'est très bon pour votre santé. Que si vous prenez le temps d'aller vous mettre dans la nature au moins 2-3 fois dans la semaine, prendre le temps d'aller dans un parc, une forêt au bord de la mer, à la montagne, c'est très bon pour votre santé. Et on est en train de s'apercevoir que les personnes qui prennent du temps pour méditer, pour se poser, pour se recentrer, pour respirer, pour dénouer un petit peu le stress qui est le stress normal du quotidien, pas besoin de choses épouvantables, le stress qui est présent en elles, eh bien, ça va améliorer leur état de santé. Donc, on a beaucoup d'études sur tout un tas de maladies, de pathologies, mais aussi sur des gens en bonne santé, comme je vous le disais, dont on voit que les réactions immunitaires, l'équilibre intérieur. Alors, on a une question également. Laurence: «Bonjour, la méditation est-elle adaptée à tous, y compris pour des ados présentant une déficience intellectuelle avec parfois des symptômes, psychiatriques, anxiété, troubles de l'humeur? Merci pour votre réponse.» Alors, la méditation, a priori, elle peut être proposée à tout le monde. Simplement, plus les personnes ont des problèmes compliqués, là apparemment les adolescents, si en plus il a un petit déficit intellectuel, ben, il va falloir lui donner des explications adaptées. C'est tout à fait possible. On fait ça pour les enfants, par exemple. Si en plus il a des troubles psychiatriques, ça serait mieux que la personne qui lui apprenne à méditer soit psychologue ou psychiatre. Donc là, c'est des cas très particuliers qui relèvent plutôt de l'apprentissage de la méditation avec des professionnels de santé tout de même. L'adolescent standard, il n'est pas toujours demandeur. Quand il l'est, ça peut très bien marcher. Mais chez les enfants, ça peut très bien marcher aussi. Voilà. Donc, il y a des fois, quand c'est des dossiers compliqués, il vaut mieux faire appel à un psy. Alors, il y a une question de Florence: «Est-ce que l'exercice de la respiration correspond à celle pratiquée en yoga?» Alors, tout yoga, on travaille beaucoup sur la respiration. Alors, ça n'est pas la même chose. Dans le yoga, il y a ils appellent ça le pranayama, des exercices respiratoires assez complexes. On se bouche une narine et puis l'autre. On apprend à respirer par le ventre de telle façon. On fait des respirations saccadées. Bon, euh,
Dans la méditation, on est sur un autre registre. On essaie de travailler sur la respiration du quotidien, la respiration qu'on adopte tout au long de la journée. Donc, c'est cousin, mais un peu plus direct, un peu plus simple dans la méditation tout de même. Alors, merci Christophe. On a une question également de Benoît. Peut-on ne pas être fait pour la méditation? Ah, c'est intéressant. Peut-on ne pas être réceptif à cette dernière? Sauf une fois de plus des cas très particuliers psychiatriques, mais il y a des gens qui sont un petit peu imperméables à la méditation. Alors, il y a les hyperactifs, les gens très remuants, voilà, je sais pas, quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, notre ancien président, on a du mal à l'imaginer méditer, mais peut-être il en fait, hein, il ne faut pas se C'est fier aux possible, hein? apparences, mais voilà, les gens très, très remuants, souvent, ce qu'on leur propose plutôt, c'est des techniques proches de la méditation, comme du yoga ou du tai chi, parce que ils vont se concentrer sur la posture, sur des mouvements lents. Mais la pure méditation, pour certaines personnes, c'est tellement loin de leur façon de Hmm. fonctionner qu'elles ont du mal. Pour 95% des gens, ça pose aucun problème. Alors, une petite question de Cécile. Pouvez-vous parler des différents types de méditation autres que la pleine conscience? En méditation orientale, il y a la méditation bouddhiste, qui sont un ensemble de méditations très très passionnants et sans doute le plus élaborés, avec des méditations, par exemple, la méditation de pleine conscience qu'on utilise aujourd'hui dans le monde entier est dérivée d'une technique de méditation bouddhiste qui s'appelle le vipassana. Le vipassana, c'est une forme de méditation passionnante où on travaille beaucoup notamment avec le souffle, mais très exigeante. Et si vous commencez à apprendre la méditation, il vaut mieux ne pas commencer directement par le vipassana parce que le niveau est très élevé, quoi. Vous allez faire un stage de 10 jours en résidentiel avec des exercices longs. Donc c'est un peu comme vouloir apprendre à courir, à faire de la course à pied en commençant par un marathon. Mais c'est tout à fait passionnant. Vous avez les méditations tibétaines aussi qui proposent beaucoup d'exercices sur la compassion, qui est l'école de méditation japonaise, qui est très passionnante également, assez exigeante, assez martiale, assez dure, hein, si on le fait vraiment selon les méthodes traditionnelles. Puis en fait, il y a des méditations dans toutes les cultures et toutes les civilisations. Il y a des méditations chrétiennes, des méditations musulmanes, des méditations juives. Donc, c'est vraiment un univers très passionnant et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en apprenant à pratiquer la méditation dite de pleine conscience, cette méditation laïque, validée à la science et d'apprentissage relativement rapide qu'on propose dans le cours, eh bien, ensuite, on peut aller explorer les autres méditations. Vous savez, c'est comme un sportif qui serait en bonne condition physique et qui peut aller faire tout un tas de sports différents parce qu'il a une bonne condition physique. La méditation de pleine conscience nous donne une bonne condition psychologique si on veut se lancer. Alors, on a également, merci Christophe pour les réponses aux questions. On a également Nathalie. Le corps doit-il être au repos pour méditer ou peut-on écouter une méditation en marchant? Intéressant. Oui, on peut. Il y a un exercice de marche méditative que nous proposons dans le cours. On peut bien sûr méditer en marchant, en accomplissant des actes simples. Ce sont des formes de méditation, alors un tout petit peu particulières, mais tout à fait intéressantes, tout à fait apaisantes, tout à fait éclairantes parfois sur ce qu'on est en train de ressentir. Pour autant, la plupart des exercices se font immobiles pour mieux observer les petites nuances du fonctionnement de notre esprit. Mais on peut le faire en marchant, effectivement. Il suffit que la marche soit un petit peu régulière, un petit peu tranquille. Chaque obstacle, surveiller les feux rouges, ne pas bousculer quelqu'un, là, ça va être un peu compliqué. Mais la marche en forêt ou sur la plage ou en montagne est tout à fait propice à la méditation. Alors, il y a une question de Joe. Faut-il être à jeun pour méditer? Euh, Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais non, pour méditer. Alors, c'est que Emmanuel Carrère, dans son dernier roman qui s'appelle Yoga, mais qui parle en réalité de méditation, raconte une séance de méditation, comme il dit, où il était bourré. Bon, ça peut être une expérience intéressante, mais c'est pas le but. La méditation,
C'est pour nous aider à comprendre le fonctionnement de notre esprit. Notre esprit, son fonctionnement est altéré lorsqu'on fume un joint, lorsqu'on boit un verre. Donc, ce sont deux démarches de connaissance de soi assez différentes. Non, normalement, il ne faut rien prendre quand on médite. Merci Christophe. David, la méditation peut-elle aider la bipolarité? Merci. Alors, ouais, la bipolarité, c'est une maladie psychologique ennuyeuse si on ne la soigne pas. En général, il va falloir prendre à la fois des médicaments et puis faire des efforts psychologiques. La méditation, apparemment, c'est un plus. Les personnes bipolaires qui méditent semblent avoir des capacités d'équilibrage émotionnel accrues. Ça ne suffit pas. Hein. Si on a une bipolarité, si j'ai une bipolarité, il va falloir aussi quand même que je sois suivi par un psy, mais c'est plutôt une bonne idée. On terminera sur quelques petits conseils tout de même. Nicole, peut-on méditer allongé? Oui, oui, on a un exercice d'ailleurs de méditation dans le cours qui se fait allongé. Le risque, c'est qu'on s'endort plus facilement allongé qu'assis. C'est un petit peu le risque aussi, oui, c'est sûr. Christophe, est-ce qu'on peut terminer si vous deviez un petit peu repartir à zéro et recommencer de zéro votre pratique de la méditation? Qu'est-ce que vous feriez un petit peu différemment pour installer cette habitude de méditation dans votre vie, pour accélérer un petit peu cette habitude? Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner sur ce point? Alors là, c'est une colle. Nicole, Non, je crois que en général, vous savez, la méditation, c'est comme l'exercice physique, le contact avec la nature, voir ses amis, dire aux gens qu'on aime. On n'en fait jamais assez, on ne le fait jamais assez. Donc, ouais, si je devais recommencer, sans doute que je serais un peu plus assidu, un peu plus, parce que je sais aujourd'hui à quel point ça apporte beaucoup de choses. Et je commencerai plus tôt. C'est vrai que j'ai pas démarré à 20 ans, alors que ça m'aurait bien aidé. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes de 20-25 ans qui nous écoutent, mais c'est vrai que plus on démarre tôt, plus les bénéfices, évidemment, vont pouvoir changer des choses rapidement en nous. Justement, Christophe, juste pour terminer là-dessus, vous m'avez un petit peu tendu la perche, donc je suis obligé de m'engouffrer dedans. Est-ce que vous avez un conseil justement pour ne plus procrastiner et vraiment s'y mettre? À la méditation. C'est ça. Est-ce que vous avez un petit conseil, une petite technique que vous pouvez partager? Là, on sort un petit peu du cercle méditation, mais c'est un conseil qui est intéressant parce que c'est vrai que parfois la procrastination, on a tendance à reculer un petit peu les choses et parfois aussi à reculer un petit peu la méditation. Les conseils habituels en matière de procrastination, c'est-à-dire s'engager peut-être avec d'autres personnes, c'est-à-dire commencer. Ce qui gêne souvent les procrastinateurs, c'est l'impression qu'il faut faire les choses parfaitement et complètement. Et pour commencer à méditer, si vraiment on sent qu'on a tendance à repousser alors qu'on a envie, c'est commencer par des petits exercices très brefs, comme celui qu'on faisait tout à l'heure, là vers 19h30, des petits exercices de quelques minutes sur la diminution du stress, le contact avec sa respiration. Donc, même si académiquement, il faut aussi des exercices longs, peut-être tester les exercices brefs, parce que moi, ce que je crois, c'est que il suffit de pratiquer finalement, de pratiquer pendant des heures. Et si on prend le temps de s'apercevoir à quel point c'est facile et ça fait du bien, alors assez souvent on devient, sinon accro, malheureusement on est moins facilement accro à la méditation qu'au sucre ou à des choses comme ça, mais en tout cas on devient convaincu et puis peu à peu on va faire une petite place pour ces exercices dans sa vie. Écoutez Christophe, un grand merci. Est-ce que vous souhaitez, avant de conclure et de remercier tout le monde, est-ce que vous souhaitez dire une dernière chose, un dernier point, et puis ensuite on va conclure? Vous voulez vraiment que je dise des derniers points? Non, on a dit l'essentiel. Je crois que c'était
Vraiment, la méditation, c'est un truc simple, c'est vraiment très facile à apprendre, c'est un truc bénéfique, c'est bio, c'est vraiment quelque chose qui, une fois qu'on l'a appris, va nous servir toute notre vie. C'est pour cela aussi que la méditation est en vogue, qu'on s'en sert dans le monde du soin, qu'on s'en sert à l'école, qu'on s'en sert en entreprise, parce que c'est quelque chose de simple et de précieux. Écoutez, Christophe, un grand merci. On va remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Françoise, merci. C'est toujours un plaisir d'avoir Christophe en direct. Nathalie, merci. J'ai hâte de faire les leçons. Et ben, écoutez, merci à tous. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous et merci à tout le monde d'avoir été là avec nous.